Aujourd'hui, nous recevons Laurence Contarassus, présidente du SNITEM, et Édouard Gasser, CEO de Tilac Healthcare. Nous allons aborder un sujet qui est fondamental pour les dispositifs numériques qui embarquent des composantes digitales. Comment évaluer leur valeur réelle au-delà du marquage CE? Est-ce que c'est par la preuve clinique, les données de vie réelle, l'adoption des médecins ou des patients? Nous allons décortiquer tout ça. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume Laguette, Chief Revenue Officer chez Ecopen, qui est le pionnier, le leader français de l'échographie ultraportable. Bonjour Guillaume. Bonjour. Laurence, Édouard, bienvenue dans Tech Anatomy. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. La première question s'adresse à tous les deux. On va poser un petit peu le contexte. On va parler du MDR, qui est la réglementation sur les dispositifs médicaux, qui a entraîné de nombreux bouleversements dans cet écosystème. Qu'est-ce que cela a changé concrètement, aussi bien pour les fabricants que pour les soignants? On va commencer par vous, Laurence. Eh bien, déjà, j'ai envie de dire que ça n'a pas fait que des bouleversements, ça nous a fait prendre beaucoup de retard. Et c'est un point extrêmement important sur lequel j'aime bien insister. Puisqu'il faut se rappeler que le MDR, c'était là initialement parce qu'il y avait des gens qui avaient fait des fraudes. Et en fait, on a impacté tout un pan, en fait, d'industriels pour évidemment la qualité, la sécurité, mais la réalité, c'est que ça a été bien plus loin que ça. Ce que ça a changé, eh bien, ça a mis des goulots d'étranglement dans le système, en fait, puisqu'on a des organisations, en fait, ce qu'on appelle des ON, qui se sont retrouvées avec énormément de dossiers, parce qu'il y avait déjà beaucoup de dossiers qui avaient le marquage CE qu'on a dû, en fait, resoumettre. Et ce goulot d'étranglement a fait qu'on a empêché les nouvelles innovations d'arriver, parce qu'on a dû s'occuper du passé, et on n'a pas pensé au futur. Donc, du retard. Et comment est-ce qu'on va rattraper ce retard? Voilà. Et c'est valable, bien évidemment, pour les industriels. C'est valable aussi, évidemment, pour le corps médical et, au final, pour les patients. Édouard, c'est un point de vue que vous partagez? Oui, absolument. Alors moi, je vais le prendre plus du prisme vraiment du fabricant DM connecté, donc comme Tilac. Nous, ça a apporté énormément de latence, effectivement, et de rigidité au final. C'est-à-dire que quand on développe un dispositif médical, on doit, et c'est bien normal, tout simplement suivre des règles pour assurer que la sécurité des données de santé, que le dispositif de manière générale qu'on va fournir aux patients est au niveau nécessaire pour pouvoir garantir, encore une fois, la sécurité. Maintenant, il est vrai qu'avec les goulots d'étranglement dont a parlé Laurence, et puis surtout les nouvelles directives, on se retrouve avec encore plus de choses à faire. Et on se rend compte aussi aujourd'hui qu'il est de plus en plus compliqué de développer un dispositif médical et le lancer sur le marché. Donc en fait, on se pose la question, véritablement, en tant que fabricant, si sous couvert de mieux sécuriser, on n'est pas en train justement de mettre des barrières qui sont quasiment insurmontables pour des industriels qui ont déjà des difficultés à mettre leurs produits sur le marché. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire. En revanche, je pense qu'il faut le faire de manière peut-être un petit peu différente pour pouvoir faciliter justement l'accès à cette réglementation et surtout éviter que ça devienne un problème qui soit difficilement gérable au niveau de l'entreprise. Et quand on regarde aujourd'hui les entreprises qui sont MDR compliant, c'est vrai que c'est de moins en moins des entreprises qui sont petites, c'est de plus en plus des entreprises qui sont grosses. Et d'une certaine manière, malgré les bonnes intentions, on se retrouve à faire freiner l'innovation en ajoutant un surplus de réglementation qui est très difficile à gérer pour des petites entreprises comme les nôtres. Tout à fait. Transition parfaite avec justement l'impact du marquage CE. Question pour vous, Laurence, qui est considéré comme le Saint Graal. Et en fait, dans la vie réelle, l'impact du dispositif médical, il peut être très différent de ce pour quoi il a été marqué. Et donc, j'aimerais qu'on creuse sur le fait de qu'est-ce qui garantit le marquage CE et qu'est-ce qui garantit pas. Comme je le disais, en fait, le marquage CE, il est nécessaire, on va voir les études cliniques, mais ça ne va pas forcément garantir le business model, ça ne va pas forcément garantir le fait qu'on pourra mettre ce produit en quantité, donc permettre à la société de vendre. Donc, il faut se dire qu'en termes de DM et DM numérique, il faut surtout que ce produit puisse trouver sa place au sein d'un écosystème où on est tous en capacité de travailler sur comment est-ce qu'il va s'intégrer, quel financement on va avoir et au sens très large, et comment on va être certain justement qu'il puisse se déployer. Ça va aller de la formation ou la capacité, par exemple, je vais prendre un exemple, la télésurveillance, qu'elle soit utilisée et réutilisée en fait, donc bien compris.
Parce que, Édouard, finalement, après ce marquage CE, il n'y a plus vraiment de règles, il n'y a plus de guide pour savoir comment faire et par où passer. Selon vous, à quel moment la vraie évaluation commence réellement pour un dispositif médical numérique ? Oui, alors c'est une très bonne question. Le marquage CE, il est indispensable parce qu'effectivement, on engage notre crédibilité, puis on va demander à des médecins d'utiliser la solution. Donc, ça permet quand même de les rassurer. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec Laurence, mais c'est pas du tout une fin en soi. C'est une condition indispensable, nécessaire, mais pas suffisante. Et pour moi, ce qui est le vrai marqueur d'une réussite, c'est l'usage. L'usage d'abord par les patients, puis ensuite par les médecins. Et dans ce sens-là, pour moi, parce que il faut d'abord que les patients soient convaincus, alors nous, dans notre cadre, c'est-à-dire qu'ils utilisent la solution et qu'ils y voient le bénéfice pour ensuite la diffuser plus largement à un grand nombre de médecins. Et je pense qu'au final, à force de parler effectivement des enjeux réglementaires, des enjeux cliniques qui sont indispensables, on oublie de parler du point principal qui est mais comment le dispositif va évoluer dans un cadre, dans un parcours de soins, auprès des médecins, dans des cliniques, dans des organisations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle peu. On parle beaucoup du MDR, on parle beaucoup des exigences de telles autorités, et on oublie, je trouve, de parler de l'aspect le plus important qui est l'usage. Et je pense que pour moi, c'est la seule chose qu'on devrait... Enfin, c'est pas la seule chose, mais c'est la plus importante pour moi. La chose la plus importante qu'on devrait regarder, c'est l'usage. Est-ce que le dispositif a sa place dans le parcours de soins aujourd'hui ? Justement, je voudrais qu'on creuse... peut-être avec vous, Laurence, dans un premier temps, le moment critique, justement, où il faut penser le go-to-market, penser l'usage. On voit des acteurs qui, cliniquement, sont extrêmement forts, qui ont un impact sur un périmètre. À quel moment doit se construire, justement, cette réflexion sur le go-to-market ? Alors, de mon point de vue, il doit se construire dès le début. Vraiment à l'idée. Et tout à l'heure, je parlais d'écosystème. Je pense que quand on a une idée, on doit vraiment être en capacité tout de suite à la partager et à essayer d'anticiper, en fait, comme le disait Édouard, quelles vont être les barrières que l'on va avoir devant nous. Parce que très souvent, et j'étais encore à une réunion la semaine dernière où on me disait, alors ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Et quand la personne me présente l'idée, je dis bon, ok, mais c'est quoi la quantité ? C'est quoi le volume ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres concurrents qui sont là ? Quel est le prix de revient ? Donc, quelque part, oui, le MDR, c'est une difficulté, mais si on passe cette difficulté, qu'on a un produit beaucoup trop cher, qu'on n'a pas l'usage, qu'on n'est pas capable de faire comprendre pourquoi il va soit participer au parcours ou modifier le parcours, et surtout, si le patient l'utilise pas, bah oui, on est dans l'échec. Et surtout, on a mis des tas d'années et puis on a mis beaucoup de financement pour quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Donc, c'est vraiment, pour moi, le point critique, c'est le début et puis aussi être en capacité aussi à changer d'avis. Quelque chose où on n'est pas non plus toujours très fort dans notre pays. On peut partir avec quelque chose qui nous semble bien et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il faut un peu changer de voie. Eh bien, changeons de voie dans ce cas-là et ne soyons pas obtus. Donc, tout au long du parcours. Edouard, ça vous est arrivé, ça, de définir quelque chose de début ou de changer d'avis, ou finalement ça a été bien vu depuis le début ? Oh, bien vu, je sais pas, ça serait extrêmement prétentieux. Je pense qu'on a fait plein d'erreurs. Par péché de naïveté, je pense que ce que disait Laurent, c'était extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive avec des dispositifs et on se dit ça va changer la vie des patients, c'est évident, on en a besoin. Intellectuellement, nous on avait un dispositif qui était nécessaire puisque pour suivre les patients atteints de maculopathie chronique, on donnait une grille en papier qu'on mettait sur un frigo, il fallait que les patients voient s'il y a des changements dans leur vision pour pouvoir aller voir leur médecin. Et nous on s'est dit bon, on va digitaliser ça et puis on va offrir quelque chose qui va envoyer en temps réel des données, ça sera beaucoup plus fiable, donc on s'est dit ça va être hyper facile. La réalité du terrain, c'est que les médecins, et notamment les ophtalmos, il y en a 7000 en France, donc ça fait à peu près 6 à 7 personnes pour 100 000 personnes, littéralement. Ils ont absolument pas le temps d'expliquer pourquoi le dispositif serait intéressant, absolument pas le temps de suivre à distance. Donc en fait, on se retrouve avec une bonne idée, qui est malheureusement, à la base, pas adapté. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit à comment s'intégrer dans le parcours de soins. On réfléchit à comment convaincre les médecins qu'il faut prendre peut-être 2-3 minutes de plus pour expliquer le dispositif et quel point ça va avoir de l'impact sur le long terme. Mais c'est extrêmement compliqué. C'est pas seulement trouver une bonne idée, c'est aussi effectivement l'incorporer dans un parcours de soins qui est sous tension. Et donc, quel que soit le nouveau dispositif, il faut se dire, est-ce que mon dispositif est adapté, bien évidemment, au problème, mais est-ce que surtout il peut s'intégrer de manière facile dans un parcours de soins qui est déjà
hyper chargé. Et je pense que il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de fabricants de DM qui font face à cette même réalité quand ils arrivent sur le marché. Et pour nous, il a fallu itérer, il a fallu convaincre les sociétés savantes, il a fallu s'allier avec l'industrie pharmaceutique pour comprendre comment justement on déployait un nouveau dispositif au sein du parcours de soins pour petit à petit convaincre la population et changer les pratiques. Mais c'est extrêmement compliqué et oui, on a fait des erreurs et oui, on continue d'en faire. Mais en même temps, on voit qu'à mesure, avec de la patience, c'est aussi ça, beaucoup de patience, on arrive à faire changer les pratiques et potentiellement avec des dispositifs qui vont s'intégrer correctement dans le parcours de soins. Est-ce qu'il y a une erreur, tous les deux, que vous avez vue, que vous avez commise, que vous pouvez partager pour illustrer un peu un angle mort qu'on peut avoir ? Alors moi, je vais en partager une qui me tient à cœur, qui est quelque chose dans le passé. En fait, on avait un super dispositif médical qui révolutionnait en théorie la vie des patients et on était tout seul. Eh bien, quand on est tout seul, pour convaincre justement le corps médical, convaincre les patients, être en capacité à ce que la société savante mette en place un acte, c'est juste l'horreur. Et en fait, ça s'est, débouché quand on s'est retrouvé deux sur le marché. Donc, être seul n'est pas forcément un avantage. Ça peut être un désavantage. Et nous, je dirais que c'est de ne pas avoir compris dès le départ que c'est pas seulement le médecin qui a un impact sur le parcours de soins, notamment en ophtalmologie, c'est-à-dire qu'il faut embarquer tout le centre. Nous, dans les centres en ophtalmologie, notamment pour les patients qui ont besoin d'injections pour freiner l'évolution de leur maladie, il y a bien évidemment le médecin qui fait la prescription, qui va faire l'acte chirurgical, mais il y a aussi de l'éducation générale thérapeutique qui peut être fait par les médecins, mais aussi par les orthoptistes. Et puis derrière, il y a aussi le triage administratif qui est fait par, en général, les secrétaires ou les personnes qui travaillent avec les médecins. Et en fait, au début, on allait voir les médecins. Et en fait, il faut voir tout le centre. Et c'est ce qu'on appelle le staffing dans l'industrie pharma. Et ça, on ne le savait pas du tout. Et ça, c'est quand même des erreurs qu'on ne referait plus, mais qui nous ont beaucoup appris sur comment véritablement déployer un dispositif médical sur le marché. Et je reprendrai juste là-dessus, parce que c'est vraiment très lié. Des fois, on fait tout ce qu'on appelle le mapping des stakeholders, et on en oublie un. Ouais. Et c'est celui-ci qui fait qu'on passe pas. Et en fait, quand ça arrive à la fin, eh bien, là, c'est hyper difficile de revenir. Donc, il n'y a pas de personnes moins importantes que les autres. Exactement. Ça peut être des fois, pas, tu disais la secrétaire, mais le pharmacien, enfin, voilà, donc toutes les personnes de l'écosystème sont vraiment clés. Guillaume, tu veux réagir à ça ? Réagir effectivement, et sur les erreurs qu'on fait, sur les personnes qu'on oublie, il y a une question de la transformation des usages sur les dispositifs médicaux numériques, du frein à l'adoption. Qu'est-ce que vous avez vu là-dessus ? Quels sont les exemples en fait de terrain qui vous ont impressionné ces derniers temps ? Alors moi je viens du monde du digital à la base, et plus particulièrement du jeu vidéo, où globalement on avait des téléchargements au bout d'un jour à 1 million de personnes. Donc je suis arrivé avec plein de naïveté en me disant je vais faire un bon produit et il va être adopté de manière massive. Et les 6 premiers mois, on a intégré 200 patients pour 15 médecins. Donc la réalité a été quand même assez violente. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de raccourci en santé. C'est impossible. Et j'ai pas vu aujourd'hui d'entreprise en santé numérique qui a été fondamentalement beaucoup plus vite que nous à l'adoption. Même si on regarde Docto, qui est une entreprise de santé numérique, il leur a fallu 5 ans avant d'arriver, je crois, à signer par exemple la PHP, qui a été leur moment un peu événement pour commencer vraiment une adoption de masse. Nous, il a fallu 3 ans pour avoir 15 médecins, 200 patients, puis 3 autres années pour avoir 200 patients, 3000 médecins. Et après, il y a eu l'accélération avec l'article 51 et maintenant effectivement le PECAN, où là, on est passé à 1200 médecins et plus de 30 000 patients en total prescrits. Et franchement, j'ai pas vu de raccourci. Je pense qu'il faut assumer le fait qu'en santé, c'est long. Il faut que les circuits de financement soient adaptés et il faut que effectivement les entrepreneurs prennent cette patience en compte pour pouvoir continuer à construire leur corpus d'évidence, continuer à convaincre et puis améliorer le produit de manière incrémentale. Ah, moi, j'ai un souvenir, parce que alors,
Dans un TEDx, j'avais dit il y a des phases dans la vie, mais je crois qu'il y a aussi des phases dans l'adoption justement de l'innovation. Et moi, j'ai fait du diabète et c'est la mesure du glucose en continu. Je m'en souviendrai toujours. À cette époque-là, on a un produit, il est remboursé. Le CEPS nous dit vous allez faire tant. Et nous on dit il y a la particularité de l'adoption et ça va pas être si facile que ça. Et en effet, c'était loin d'être aussi facile. Et ceux qui ont quand même révolutionné, c'est Abbott avec la pompe patch et c'est venu des patients, en fait. Et je pense que tu as complètement raison. Dans beaucoup d'adoptions, à mon avis, à venir, l'importance des patients et pas faire semblant avec les patients. Il faut vraiment qu'il y ait ce besoin, il y a cette compréhension. C'est pas parce qu'on va avoir un claim que ça va marcher avec eux. Donc, peut-être aussi un point dont on n'a pas discuté, les intégrer très très tôt. Je pense que l'usage doit être vraiment intégré très tôt et il faut accepter aussi que tous les patients ne se ressemblent pas. Donc c'est aussi ce qui fait que ça peut être plus ou moins long. Voilà. Qu'est-ce qui a été critique justement chez Abbott dans la prise en main des patients ? Ils ont vraiment décidé de... alors ils ont fait un choix, si on se souvient, qui était un choix qu'on refusait. On est dans un pays où tout est remboursé. Donc en fait, on partait du point de vue qu'il fallait que ce soit remboursé pour mettre à disposition aux patients. Et eux, ils ont fait un choix inverse en disant il y a un tel usage, ils en ont tellement besoin qu'ils vont prendre le pouvoir, qu'ils vont commencer un peu à financer eux-mêmes et après il y aura le remboursement. Et ils avaient raison. Mais ça, on le voit beaucoup aussi dans le dispositif numérique où peut-être il y a effectivement cette culture qui vient de la tech assez itérative. On a vu quand même des entreprises, je pense à MyDiaby, je pense à Implicity, qui sont imposées grâce à de l'usage, en fait, de l'usage incrémental et l'usage par les patients. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, en temps réel, dans le numérique, ça c'est la beauté, on a l'adoption, on voit l'usage beaucoup plus que effectivement dans le médicament où il faut attendre d'avoir les données qui remontent des pharmacies. Là, en temps direct, en temps réel, on peut véritablement voir comment ça s'utilise. Et c'est là que je suis complètement d'accord. Je pense que le numérique peut permettre de changer un peu notre rapport à l'usage et à l'adoption des dispositifs médicaux de manière générale, en s'assurant que d'abord les patients l'utilisent. Une fois qu'on a l'utilisation des patients, et l'usage des patients, globalement, je pense, même si ça prend du temps de convaincre les médecins, on l'aura à mesure parce que si les patients le veulent, les médecins in fine le voudront. Ça, je suis complètement d'accord. On va reparler des usages en seconde partie de cette émission, mais avant ça, on va faire une séquence un peu décalée. La séquence du jour que je vous propose, c'est un j'ai déjà, j'ai jamais. Vous connaissez les règles. Guillaume et moi, on va vous donner des affirmations et vous allez nous dire si vous avez déjà ou si vous n'avez jamais rencontré ce cas de figure. Vous êtes prêts ? On est prêts. Allez. Premier cas de figure, j'ai déjà vu un dispositif médical numérique validé réglementairement, mais inutilisé. J'ai déjà. C'est un travail d'équilibriste, en fait, de faire du DMN, parce qu'il faut à la fois être extrêmement rigoureux scientifiquement et réglementairement, et en même temps, vraiment être extrêmement religieux sur la partie usage. Or, moi, je vais prendre mon exemple, je viens plutôt de l'usage, et donc ça a été plus difficile pour moi le côté réglementaire et clinique, très honnêtement, parce que c'était pas ma manière de faire. Je pense que ça arrive aussi l'inverse, où il y a des gens qui viennent du médical pur, qui estiment que quand on a un produit qui est réglementé et qui a effectivement une validation clinique, l'usage va suivre directement. Et c'est pas vrai. Il y a eu ça existe encore, tout comme l'inverse, la corollaire aussi existe. Je pourrais dire j'ai déjà dans l'autre sens, quoi. Alors, je pense que ça dépend ce qu'on met derrière, parce que on en discute tout à l'heure avec Édouard. C'est la quantité. Je vais prendre un exemple. La télésurveillance. Est-ce qu'on est au nombre de patients qui, par exemple, en diabète, qui sont télésurveillés ? Non. Donc en fait, ça dépend ce qu'on met derrière ces mots. Oui, j'ai déjà vu. Je pense que on doit avoir plus de patients, vu ce que ça apporte aux patients, qui doivent être télésurveillés. Donc quelque part, c'est oui. Alors dans la deuxième cas de figure, j'ai déjà, je n'ai jamais. J'ai déjà vu un projet mourir juste après le marquage CE. Et pourquoi ? J'ai déjà. Encore une fois, j'ai déjà, parce qu'il y a des vrais enjeux de financement de l'innovation et notamment dans les DMN, on a peu d'expérience et donc il y a peu de projets au final qui sont vraiment arrivés à maturité commerciale. Et il y a pas mal de projets qui ont un marquage CE, mais comme on le disait, le marquage CE, il veut
il est indispensable, mais il n'est pas suffisant. Et donc, il y a des dispositifs qui ont effectivement un marquage CE et qui, derrière, n'arrivent pas à trouver de financement parce que les fonds ne voient pas forcément le marché, voient pas l'attraction et à un moment se disent on va pas continuer à financer le dispositif si il n'y a pas d'usage, pas d'adoption. Donc oui, j'ai déjà. Je vais rester sur mon idée du diabète parce que comme je travaille beaucoup avec Stéto en ce moment, mais moi-même j'avais investi dans ILO. Je pense que l'une des erreurs quand même de beaucoup de startups, et j'espère que ce sera moins fait avant, c'est de se dire que tout de suite ça va marcher, c'est évident ce que tu disais, puis on va faire de l'argent avec et de pas comprendre tous les mécanismes qui sont autour. Donc le marquage chez eux, oui, mais c'est pas pour ça qu'il y a le business model derrière. Et en plus il y a deux choses. Il y a souvent, soit on va sur un côté, on va se faire financer, ou alors on va avoir une grosse société avec qui on va collaborer ou qui vont nous racheter. Mais toutes ces grosses sociétés, en fait, et particulièrement aussi dans la pharma, ça prend beaucoup de temps. C'est pas une personne, il y a beaucoup de personnes qui décident. Donc, elles ont le temps de mourir plusieurs fois. Oui. Troisième affirmation, j'ai déjà vu un fondateur sous-estimer totalement l'adoption du terrain, et peut-être ce qui vient derrière, c'est comment estimer cette adoption du terrain. Alors moi, je crois que je n'ai pas vu un fondateur surestimé, l'inverse, quoi, vous avez compris. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on sous-estime tous le travail nécessaire pour faire adopter le terrain. Franchement, j'en ai pas. Donc la réponse est oui. Alors ça, je ne vois que ça. Et nous, y compris. Je pense que ça, c'est une réalité. C'est que le marché de la santé, les médecins sont tellement sous tension que faire adopter un dispositif, c'est très, très, très compliqué. Au-delà même de l'usage des patients, je trouve qu'aujourd'hui, et ça, c'est, à mon avis, et ça, tu me diras ce que tu en penses, mais et pas seulement en France. L'adoption de manière générale des professionnels de santé, elle est compliquée partout. C'est tellement courant, j'avais envie de dire. Alors pour plein de raisons, parce que il y a aussi, alors c'est vrai dans tous les pays, tu as raison. Il y a aussi des pays qui sont quand même un peu plus résistants au changement, et quand même en France, on se pose quand même assez souvent là. Et il y a énormément de technologies où je me dis mais pourquoi ça va pas plus vite alors que ça apporte tellement, où les patients le disent. Mais parce qu'en effet, quand on est face à une situation, eh bien souvent il faut se poser pour être en capacité à se dire on pourrait faire autrement, il faut que je prenne le temps de me former, je peux l'utiliser, il faut peut-être que je prenne 5 minutes pour en parler à mon patient, et tout ça, c'est pas inné en fait, et je pense que l'adoption de l'innovation, elle est là, et c'est bien plus compliqué que ce qu'on le pense. Et puis pour ajouter, les médecins eux-mêmes, ils veulent savoir si le dispositif va être pérenne. Et il y a beaucoup d'étapes jusqu'à ce qu'il y ait une pérennisation d'un dispositif. Il faut le marquage CE, il faut la validation clinique, puis derrière, il faut aller chercher potentiellement le remboursement, effectivement. Et est-ce qu'ils engagent leur crédibilité médico-légale en prescrivant quelque chose qui n'est pas encore au bout de la route, selon eux ? Et donc c'est ça qui les fait freiner. C'est pas qu'ils n'ont pas envie d'utiliser l'innovation. En vrai, moi j'ai discuté avec plein de médecins, ils veulent tous utiliser des nouvelles choses. Ils se soucient avant tout du bien-être de leurs patients et ils veulent améliorer le parcours de soins. Mais s'ils n'ont pas la certitude que ça va être pérenne dans le temps, effectivement ils vont pas y aller. Et donc en ce sens, c'est vrai que là, peut-être les pays où l'innovation est plus mise en avant, on va avoir des adoptions qui sont plus faciles. Et un autre exemple qu'on m'a cité la semaine dernière, que je trouvais super intéressant, tout un hôpital s'organise pour mettre une innovation en place. On met un marché particulier, on change les habitudes, on forme, et la société dépose le bilan. Eh bien, quand vous devez repasser derrière, peu importe que vous ayez la meilleure idée du monde, le meilleur usage et que tout le monde le veuille, recommencer cet exercice, il n'y a rien de plus difficile pour une équipe. Un exemple personnel, nous on a eu un nom de la HAS pour notre remboursement de droit commun en début 2025. Juste après, ça a été extrêmement compliqué d'aller dire aux médecins non mais vous inquiétez pas, on va trouver des solutions, continuer à l'utiliser, parce qu'ils se sont dit c'est la fin de l'histoire. Et c'est vrai qu'après 3 ans, 4 ans à avoir prescrit la solution, il y a quand même quelque chose de déceptif. Et derrière, pour pouvoir reconvaincre les médecins de continuer, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. On en a plein des exemples comme ça. Les médecins, quand ils s'engagent, ils veulent que ça soit pour le long terme. Parce que c'est pour derrière rechanger les choses et revenir à une méthode ancienne pour qu'il y ait de l'insatisfaction patient. Dans ces cas-là, ils préfèrent le statu quo. Bien sûr.
Et ça, il vaut mieux le savoir quand on commence, parce que si on n'a pas intégré tous ces points quand on monte sa start-up, derrière, ça peut être quand même hyper dur.